En fait, un sujet, Bezrat Hashem, qui nous sert et qui nous servira, Bezrat Hashem, c'est sur, comme on vient de dire la paracha de Korach, sur la Machloket. Alors la Machloket, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à comprendre. Parce que, bon, déjà la première question, est-ce qu'une Machloket, d'accord, à votre avis, est-ce qu'une Machloket c'est constructif ou... Une vraie Machloket. Alors, est-ce qu'une Machloket, on va dire en général, quand on parle de Machloket, est-ce que ça peut être bien, c'est mauvais, c'est péjoratif, c'est... La Machloket, il y a des choses, c'est ni ça dépend, ça dépend. Alors moi je dis que, alors comme ça, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a deux types de Machloket, c'est vrai. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a Machloket qui est non seulement, je pense, constructive, mais obligatoire. Obligatoire, bon, je vais m'expliquer. Et il y a une autre Machloket qui est bon, complètement un désastre, un massacre, d'accord, complètement destructive. Alors comme ça, déjà pourquoi je dis que la Machloket elle est obligatoire? Alors il faut savoir que Bezrat Hashem, par exemple lorsqu'on se marie, d'accord, oh, vous savez quoi, avant de parler du mariage, quand on prend par exemple le Talmud, la Gemara, toute la Torah, elle est basée sur quoi? Sur un échange de paroles. Il y en a, il dit blanc, l'autre il dit noir, un il amène des preuves pour ce qu'il dit, l'autre il amène des autres preuves à son appui, et on vient réfuter, et d'accord, donc toute la Gemara, tout le Talmud, tout le Shas, tous les Midrashim, toute la Torah, vraiment dans sa totalité, c'est basé sur la Machloket. Donc la Machloket, bien entendu, elle est constructive, d'accord? Seulement quoi? On a les autres Machlokot, qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, qui sont, comme on connaît l'histoire avec Korach, Moshe Rabbeinu, et ces Machloket, ils ne sont pas du tout les Shem Shamaim, et au contraire, ça peut carrément créer, on va dire, un massacre entre deux personnes, d'accord? Alors moi, le but, en fait, du sujet de ce soir, c'est d'essayer de comprendre, d'accord, de discerner, de savoir distinguer, est-ce que, lorsque je suis en discussion avec quelqu'un, vous serez un jour en discussion avec votre mari, est-ce que cette discussion, elle est les Shem Shamaim, ou bien au contraire, elle est destructrice, et quoi? Elle n'est pas les Shem Shamaim. Et c'est très important de savoir ça, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous rentrez en conflit avec quelqu'un, lorsque je rentre en conflit avec quelqu'un, alors très souvent, on va dire, je me donne raison. Et je dis, mais c'est moi qui ai raison, c'est normal de dire mon mot. Je vais pas me retenir de dire ce que je pense. Donc il faut savoir, est-ce que ma parole, elle est vraie? Est-ce que ma parole, on en a besoin? Et c'est les Shem Shamaim ou bien non? Tu vas juste créer une Machloket, et cette Machloket, tu sais pas comment elle peut se terminer. Alors avant de commencer, je vous raconte une petite histoire. C'est pour moi, Sévère? Il y a quelqu'un devant qui... Celui-là, peut-être, il n'a pas été vu? D'accord. C'est bon, je prends ça, c'est bon. Alors avant ça, je vous raconte une petite histoire qui est vraiment un très beau message. Parce que comme je dis, la Machloket, pourquoi elle est obligatoire? Une femme, par exemple, elle va se marier, d'accord? Alors, on va dire tout le couple, tout le Shlom Bayit va être fondé sur quoi? Sur la parole, sur l'échange. C'est-à-dire comment le mari va connaître sa femme et inversement, comment la femme va connaître son mari? C'est à travers la discussion. Alors chacun, on va dire, a grandi avec sa propre éducation. C'est sûr que la nature d'une femme, c'est pas la même nature qu'un homme. Donc on va avoir des différences, on va avoir des conflits, on va avoir des discordes. Mais tout est basé sur quoi? Sur la discussion, sur la Machloket, sur l'échange. D'accord? Si maintenant un homme et une femme ne discutent pas, alors ils peuvent habiter peut-être dans la même adresse, mais voilà, jamais ils réussiront à s'unir. Comment est-ce qu'on va s'unir avec la personne qui est, on va dire, en face de nous? C'est à travers la parole. Donc la parole, la Machloket est obligatoire. Elle est essentielle. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre comment distinguer entre une Machloket et Shem Shamaim et une Machloket qui n'est pas les Shem Shamaim. Alors juste avant, une petite histoire avec le Steikeler, une histoire magnifique. Un jour, il y a une femme, une jeune fille, d'accord, qui est sortie d'un bon séminaire. Elle voulait se marier avec un Talmid Chacham, d'accord? Talmid Chacham, quelqu'un d'assidu dans son étude, quelqu'un qui va s'investir jour et nuit dans la Torah. Ok? On lui présente, on dit voilà, lui c'est un matmid, laisse tomber, c'est-à-dire il s'arrête pas d'étudier du matin jusqu'au soir. Elle était contente, super, bon, Hachem, très bien. Mais non, elle le rencontre dans les rencontres, bon, dans les guichottes, il parle pas trop, mais bon, ça va.
limite, d'accord, il a entendu que... Elle a entendu qu'il avait quelques frères et sœurs, bon, d'accord, quelques petites paroles sympathiques. Bon, elle se dit, moi je veux un Talmid Chacham, mais ça, on va se marier, j'arriverai à discuter avec lui. Mais non, le problème c'est quoi? Il se marie, le soir, il rentre, Gemara. Je vois que vous voulez le même style. Gemara, d'accord, Gemara, bonjour, au revoir, Gemara, c'était bon, merci. Tac, il commence son étude. Pas un échange, pas une discussion. Elle essaye, d'accord, de taper un peu la causette. Et genre, il lui fait comprendre, je suis dans ma Gemara là, tu me fais, voilà, limite, tu me fais perdre un peu de mon temps. Bon, elle se dit, bon, ça va lui passer. Premier soir, deuxième soir, une semaine, 2 semaines. 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout d'un moment, elle dit bon, je savais pas que c'était ça se marier avec un Talmid Chacham, d'accord? Elle va exploser, elle dit mais comment c'est possible? Comment je vais partager ma vie avec, d'accord, un muet? Alors, elle a été voir le Stapler. Elle a été voir le Stapler, donc le Stapler, le père de Raphaël Kanevsky Shlita, d'accord? Le Stapler, il faut savoir, c'était du feu, le Stapler. C'était connu, il y a des histoires sur le Stapler. Bon, déjà, il a passé, d'accord, il a passé la guerre. C'était quelqu'un, on va dire, qui a dû se battre dans sa vie. Et donc, elle a été voir le Stapler, elle a raconté l'histoire. Le Stapler, il dit, dis-lui que je l'appelle, je veux lui parler. Et donc, bon, la femme, elle rentre chez elle. Elle a réussi à lui glisser un mot entre ces 2 lignes de Gemara, d'accord? Voilà, tu es convoqué chez le Stapler. Convoqué chez le Stapler, bon, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il m'appelle, va le voir. Il va chez le Stapler, mais dans le Stapler, il le voit entrer, il lui, comme si de rien, bon, l'avraire il s'assoit, et le Stapler comme ça, il est dans son étude en train d'étudier, et passe une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et l'avraire il est en train de bouillonner, il sait pas, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me veut le Rav, pourquoi il parle pas? 4 heures de temps. Et le Rav, il dit, il lève les yeux, il dit, reviens, alors il dit, reviens demain. Il revient le lendemain, la même scène se reproduit, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, il ne sait pas où se mettre. Il a le Stapler, c'est comme quelqu'un m'a raconté récemment, il y a j'ai un beau-frère, il était avec son frère voir le Raphaël Kanevsky. Et je me dis, il a tellement paniqué, vous savez, il se retrouvait devant un gadol, il a tellement paniqué que le Raphaël, il voulait une bracha pour son fils, il lui a fait la chalaka, il voulait une bracha, il lui dit, genre, comment il s'appelle? Et il a tellement paniqué qu'il s'est trompé de prénom. Il a oublié le prénom de son fils. Donc imaginez, c'est vrai, il se retrouve devant un Stapler, devant lui, comme ça, il est en train de le voir. Il voit qu'il le laisse poireauter 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au bout de 4 heures, la même chose, reviens demain. Il revient demain, mais là, il n'en peut plus, il est complètement abattu. Il revient demain, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, cette fois, il le regarde, il lui dit, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces heures? Il lui dit, ah, je vous assure, je me sens pas bien, je sais pas, vous avez quelque chose contre moi, comment vous faites ça? Alors il lui dit, mon cher bonhomme, sache que c'est ce que tu fais ressentir à ta femme tous les jours. Tous les jours, quand elle rentre le soir, quand elle attend impatiemment que tu viennes lui parler, il dit, la Torah, c'est pas les livres. Alors les livres, tu as toute la journée pour ça. Mais tu rentres le soir, il faut parler à ta femme. Il dit, la Torah, elle t'ordonne de parler à ta femme, d'échanger, de fonder un foyer. Elle attend ça impatiemment. T'as vu ce que t'as ressenti quand tu te retrouves comme ça en face de quelqu'un qui est en train d'étudier et que t'attends qu'il ouvre la bouche? Il dit, moi ça fait des semaines et des mois que tu es en train de donner ce même sentiment à ta femme. Il a compris le message, il est rentré le soir, il n'a même pas ouvert un livre, et là il a commencé à papoter avec sa femme. Donc pourquoi je vous dis, franchement c'est une belle histoire. C'est-à-dire on voit de là la gadloute, la grandeur d'un gadol. D'accord? Comment il a su lui faire passer le message. C'est pas, il lui refait un petit moussard, allez, il faut que tu parles à ta femme, c'est important. Il a fait ressentir, le besoin. Il faut ressentir, d'accord, le mettre dans la même situation, dans la même épreuve. Donc, l'échange est obligatoire. Maintenant, alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous allez voir, Bezrat Hashem, on va donner 5-6 points pour essayer de comprendre est-ce que c'est les Shem Shamaim ou c'est pas les Shem Shamaim. Il faut savoir que ça nous servira, et ça nous sert, c'est vraiment quelque chose qui nous sert tous les jours. Parce que très souvent, vous êtes par exemple au séminaire, d'accord, une fille, elle discute avec vous. Et vous savez, des fois, en discutant, alors bon,
elle me dit un truc un peu blessant, alors moi je vais lui répondre. Après, je sais pas, moi je vais appuyer ce que je viens de dire. Et on ne sait pas où ça démarre, où ça termine. Donc là, c'est avec une fille de séminaire. Demain, ça va être avec votre mari. Après-demain, avec vos enfants. Et ainsi de suite, avec nos parents. Donc, il faut savoir dans quelle direction je rentre. D'accord? Est-ce que c'est une marloquette ou au contraire, c'est les Shem Shamaim? Puisque, comme on vient de dire, c'est obligé de discuter. D'accord? Alors, pour commencer, on a une Mishnah dans Masechet Avot. Vous la connaissez. La Mishnah, elle dit... Elle pose la question, elle dit quelle est la marloquette des Shem Shamaim, d'accord? Et quelle est la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Et la Mishnah donne une réponse, à mes yeux étonnante. Elle dit la marloquette qui est les Shem Shamaim, c'est quoi? Bet Shammai et Bet Hillel. Et la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est qui? Korach et Adato. Je vous pose une question. Est-ce qu'on a besoin d'un Mishnah pour nous faire une différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, que tout le chasse repose sur eux, et Korach et Adato? C'est comme si maintenant, imaginez, on va prendre l'exemple de l'actualité, d'accord? Vous allez me dire, on va comparer une discussion par exemple qu'il y aurait entre deux Gdoléador, Rav Eliashiv et Rav Ovadia. Vous allez me dire, bon, ça c'est les Shem Shamaim. Et une discussion entre Bennett et Lapid. Ça c'est pas les Shem Shamaim. Parce que le fil il est très fin. Chazak ou Baruch. C'est-à-dire qu'en fait, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va dire comme ça, on a les données de l'histoire avec Korach et Adato. Après qu'on nous a bien expliqué depuis le Gan, d'accord, qui était Korah, qui était Adato. Mais en leur temps, à l'époque du Ham Israël, ils voyaient comme ça une marloquette qu'apparemment était les Shem Shamaim. Il y avait Korah qui dit mais c'est moi qui ai raison. Il avait des arguments et c'était une sommité. Et de l'autre côté, tu avais Moshe Rabbeinu. La Mishnah te dit attention, des fois tu peux rentrer dans une marloquette, c'est comme le fil d'un cheveu. Tu vas croire que c'est les Shem Shamaim, mais non seulement que c'est pas les Shem Shamaim, mais tu es en train de détruire. Tu es en train de te détruire, de t'auto-détruire. Alors c'est pour cette raison, la Mishnah vient nous mettre en garde. Sache c'est quoi les Shem Shamaim et prends garde de ce qui n'est pas les Shem Shamaim. Alors juste pour Bezrat Hashem commencer, alors, je vous commence avec le premier point. Alors déjà, le premier point, c'est quoi les Shem Shamaim, c'est quoi ce qui n'est pas les Shem Shamaim? Alors déjà, quand on parle de les Shem Shamaim, on va dire le sens le plus simple. C'est quoi les Shem Shamaim? Quand tu dis les Shem Shamaim, c'est quoi les Shem Shamaim? On a tous deux un objectif. Sanctification. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une discussion avec une amie. Vous avez une discussion avec votre mari. D'accord? On va se mettre d'accord sur quelque chose. Notre but, c'est quoi? C'est pas maintenant d'avoir raison. Vous comprenez? C'est pas d'avoir raison. C'est de sanctifier le nom de Dieu. Si maintenant, je ressens, par exemple, que ce que mon mari me propose, ça va plus sanctifier le nom de Dieu, alors c'est les Shem Shamaim. Mais si maintenant, je cherche mon intérêt, et lui, personnel, d'accord? Lui cherche son intérêt personnel. C'est qu'on a chacun notre ego. On a chacun notre vision, d'accord? De la vie. Mais pas, en aucun rapport, on ne mêle pas, on va dire, dans notre discussion, un objectif. C'est chacun a envie d'avoir raison. Chacun a envie d'avoir le dernier mot. On ne mêle pas Hachem dans notre discussion. Donc, sûrement, c'est qu'il y a un petit problème de l'Shem Shamaim. D'accord? Premier point, on va dire, pour distinguer est-ce que c'est l'Shem Shamaim ou pas. Est-ce qu'on a un objectif partagé? On a deux objectifs qui sont aucun rapport l'un de l'autre, c'est chacun recherche ses intérêts. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Korach et Adato par exemple. Moshe Rabbeinu, lui qu'est-ce qu'il a dit à Korach? Il dit moi je décide pas. Si Hachem il décide que ça soit toi le Kohen Gadol, bah avec plaisir, il n'y a pas de problème. Moi je décide pas. Moi je veux un objectif, je veux faire le Ratzon Hachem. Korach c'était quoi? Korach et Adato. Pourquoi on l'a partagé en deux? Korach et Adato. Pourquoi c'est Korach et Adato? Parce que tout simplement, c'était Korach qui avait une pensée en tête. D'accord? Alors un c'était, il voulait prendre la place de la royauté, l'autre il voulait prendre la place de la Keuna, l'autre la place de la Lévia. Chacun avait une autre ambition. C'est-à-dire que chacun avait des intérêts différents des autres. Donc on n'avait pas la même idée. Alors que Moshe Rabbeinu c'était une idée, une pensée, un objectif, faire le Ratzon Hachem. D'accord? Bon ça c'est le premier point. Maintenant on a un deuxième point. Ça, c'est un point qui est très, 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 très fort. Et Bezrat Hashem, ça vous donnera une bonne indication presque à chaque fois. Est-ce que c'est les Shem Shamaim ou pas? Alors, très simplement, est-ce que maintenant, vous êtes en discussion avec quelqu'un, plus tard avec votre mari, d'accord? Est-ce qu'après la discussion, vous l'aimerez plus qu'avant la discussion, ou au moins autant qu'avant la discussion, ou d'un coup, vous avez un sentiment de haine envers lui? Vous savez, très souvent, quand on est en discussion avec quelqu'un, et que c'est pas une discussion, on va dire, qui est sympathique. D'accord? C'est pas d'accord, on commence, on va dire, à trouver un malentendu.
très souvent, après la discussion, on ressent de la haine. Oui ou non? Même si avant c'était une bonne amie, mais maintenant je ressens, bon, peut-être c'est pas une si bonne amie que ce que je pensais. Vous êtes d'accord ou pas? C'est-à-dire que le fait d'être rentré dans une marloquette, dans une discorde, ça va éprouver en moi une émotion de haine. Je l'aime moins qu'avant. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est un ressenti tout de suite après. Alors que si maintenant vous avez une discussion qui est constructive, au contraire, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir qui c'est qui a raison. Pourquoi? On veut, c'est comme un exemple, d'accord? C'est quoi par exemple? Bon, ça je vous le dirai après. Mais c'est-à-dire, en fait, le principe c'est quoi? Le principe c'est quand je suis en discussion, est-ce que je l'aime plus qu'avant, est-ce que je l'aime moins qu'avant? Par exemple, Beth Shammai et Beth Hillel, d'accord? Beth Shammai, c'était connu, c'était un grand Mahmir. Grand Mahmir. Beth Shammai, pratiquement dans toute la Torah, il est Mahmir. Quelques exceptions. Beth Hillel, grand Mekel. Ok? Maintenant, on va faire descendre la Mahlokat Beth Shammai et Beth Hillel à de nos jours. Imaginez, vous avez un Rav, c'est un grand Mekel. Selon la Torah, mais un grand Mekel. À chaque fois, il prend la loi stricte. Ok? Et vous avez d'autres, des grands Mahmir. D'accord? Il veut tout faire pour, montrer la Khumra. Généralement, ce qui se passe, si maintenant je dis, voilà, au Rav Mahmir, tu vois le Rav Mekel, il a une fille. Est-ce que tu veux la présenter à ton fils? Non, ça... Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, même pas dans les rêves, lui c'est un Mekel. Alors, on se serait dit, Beth Shammai, Beth Hillel, un Mahmir, l'autre Mekel, qu'est-ce qu'on se serait dit? Que les enfants vont pas se marier. Voilà, les enfants vont pas s'unir ensemble, vont pas se marier ensemble. La Gemara dit pas du tout. La Gemara dans les Vermot, elle dit non. Beth Shammai et Beth Hillel, ils se marient entre eux. Ils se mariaient entre eux. Il n'y avait pas de problème. Au contraire. Ah maintenant, je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi? Très simplement. Très souvent, et réfléchissez à ce que je dis, très souvent, quand on est Mahmir, pourquoi on est Mahmir? Alors, si c'est pour faire la volonté d'Hachem, c'est magnifique. Tu fais la volonté d'Hachem. Mais très souvent, pourquoi on est Mahmir? Pour un peu suprématiser exactement notre entourage. Je veux montrer, je suis au-dessus de toi. Tu vois, moi je m'habille plus signoute que toi. Tu vois, moi j'ai une perruque qui est un peu plus courte que la tienne. Tu vois, moi je mange plus cachère que toi. Moi je mange pas dans ce restaurant. Toi tu manges là-bas. En d'autres mots, je suis mieux que toi. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui cherche et qui recherche à faire la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'il en a à faire, d'accord, que l'autre il fait et moi je fais pas? Si lui il considère que la Avodat Hachem c'est ça, alors c'est très bien. C'est-à-dire que Beth Shammai et Beth Hillel, c'était pas une discussion. Ah, exactement, mais ça Beth Shammai et Beth Hillel, c'était pas une discussion qui est mieux. Vous comprenez? C'est pas qui est mieux. Beth Shammai comprenait que Hachem voulait qu'il soit Mahmir. Beth Hillel en contrepartie, non. Il pensait qu'Hachem, c'était la Kula. Mais ça veut dire que Beth Shammai, il comprenait, dans son sens profond, il comprenait que Beth Hillel n'est pas là pour ne pas faire la volonté de Dieu. Il comprenait que Beth Hillel, au contraire, il veut faire le Ratzon Hachem. Mais il conçoit que le Ratzon Hachem, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous comprenez? Et la même chose, Beth Hillel comprenait que le Ratzon Hachem, c'est comme Beth Shammai. C'est Beth Shammai, comme ça, il concevait. C'est pour cette raison. Chacun n'avait pas de mal à donner la fille à l'autre. Vous comprenez? Donc quand il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que un s'aimait moins que l'autre? Pas du tout. Ils s'adoraient après Beth Midrash, ils sortaient dehors, c'était des grands amis. Pourquoi? Parce que chacun recherche à une volonté, faire le Ratzon Hachem. D'accord? Donc ça c'est une très bonne indication. Comment est-ce que je me situe dans ma discussion? Est-ce que c'est les Shem Shamim ou pas? Est-ce que mon mari je vais l'aimer mieux qu'avant? Au moins autant. Ou est-ce que maintenant j'ai de la haine contre lui? Si tu as de la haine, c'est que c'est mauvais, c'est que c'est pas une bonne discussion. D'accord? Troisième point. Alors troisième point aussi, c'est une bonne indication. Mais comme vous avez dit, il ne plus son mari après, ça veut dire que finalement on a réussi à trouver un terrain d'entente. Très bien. Donc si ça veut dire que ce terrain d'entente, c'est un bon terrain d'entente. C'est que chacun recherchait le bien de l'autre. On n'a pas recherché à suprématiser l'autre, à chercher une part d'intérêt. J'ai cherché à ce qu'on arrive à un résultat. Vous comprenez? Même quand la halakha, par exemple, était comme Beth Hillel à la fin, bah, c'était un résultat. Parce que les deux ont recherché une vérité. Vous comprenez? Si moi, quand je rentre en discussion avec mon mari ou avec ma femme, c'est pour une raison, je veux savoir la vérité. Alors des fois, ça a des discussions banales, hein, où on met le fauteuil, on met l'armoire, où on va en vacances, on va un truc. Mais c'est pas grave, je veux voir qui a raison. On va dire, je veux chercher à faire plaisir à l'autre. Je veux chercher à donner, d'accord, à l'autre. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, limite, je cherche pas mon intérêt. Je cherche qu'est-ce qu'Hachem aurait aimé dans cette discussion.
Donc après coup, une fois qu'on s'est mis d'accord, on va là-bas, alors que c'est elle qui a eu le dernier mot, ou c'est moi qui ai eu le dernier mot, c'est la même chose. On a cherché un objectif. Vous comprenez? Allez-y. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les schémas des petits gars arrivent à s'entendre alors que des façons de penser qui sont opposées. Alors justement, ce que j'ai expliqué, parce que chacun comprenait que l'autre recherchait le Ratson Hashem. Donc c'est pas par exemple quand on prend aujourd'hui l'exemple, quand j'ai dit un Rav Mekel. Quand on dit Rav Mekel, genre c'est péjoratif. Eux c'était pas un Rav Mekel. Eux c'était le Ratson Hashem, comme ça ils le conçoivent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils comprenaient que c'était des Irat Shamaim Betachlit, au plus haut niveau. Comme ça ils comprenaient la Vodat Hashem. Vous comprenez? Ils n'arrivaient pas au même point, ça change pas. Aujourd'hui, les Marc Rav Yashir Rav Ovadia, chacun va comprendre que la Avodat Hashem, c'est comme ça. La halakha doit être comme ça. Est-ce que l'un, il va dire sur l'autre, alors t'es pas un Avodat Hashem? Pas du tout. Pas du tout. T'as compris que le Ratzon Hashem, c'était ça. Et moi, j'ai compris que le Ratzon Hashem était autrement. D'accord? Allez-y. Comment on fait pour sortir du rouge du mauvais? Ah, Khazak, c'est à la fin. Ça bien à la fin, je vais parler de ça. Bien je parlais de ça. Ok, troisième point, d'accord, une bonne indication pour savoir, là c'est une très bonne indication, mais vraiment on peut la savoir en instantané. Ça, c'est une discussion vraie. Voilà, exactement. C'est, vous savez, quand on rentre en conflit avec quelqu'un, alors très souvent, j'ai d'un coup le cœur qui bat à 300 à l'heure. Vous connaissez ça ou pas? J'ai des palpitations, je suis en train de trembler quand je parle, je suis en train de transpirer. On va dire mon physique, d'accord, et pas bien, voilà, je suis influencé physiquement. Quelqu'un, et je vous donne un exemple du Rambam tout de suite, mais quelqu'un qui veut savoir ce que c'est les Shem Shamaim ou pas, est-ce que tu es zen, est-ce que tu es relaxé quand tu parles à l'autre? Si maintenant tu es en train d'élever le ton, alors tu peux élever le ton, il y en a, une fois j'ai parlé de ce cours, et il y en a, il m'a dit, mais une seconde, c'est quoi élever le ton? Bah, vous rentrez dans des bêtes amidash et c'est vrai. Ils hurlent. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, Rachid, vous voyez. Rachid dit ça, Tosfot dit ça, mais alors moi ce que je suis en train d'expliquer, je vous donne la réponse à travers le Rambam. C'est quand c'est hurlé ou c'est... Ah non, je vous donne une magnifique réponse avec le Rambam. Le Rambam il dit comme ça, quelqu'un il veut éduquer son enfant, d'accord? Mais non, pour éduquer son enfant, il faut savoir que les enfants on va dire, ils sont le mieux placés pour nous faire travailler sur nos midotes. Les enfants et la femme, ou la femme ou le mari et les enfants, d'accord? C'est vrai. Mais non, le matin, votre fils il descend en bas, il a oublié sa kippa en haut, après il vous fait 3 pas, il a oublié son goûter, après, et vous êtes en retard, voilà. Donc avant de venir, je vous raconte pas. Mais non, d'accord, donc t'es en discussion, t'es en discussion, donc t'as envie de hurler. Le Rambam il dit, des fois, il faut leur faire, on va dire, un visage coléreux, pour qu'ils se calment. Si tu restes, mais non chérie, calme-toi, mais non... Ils vont pas t'écouter, d'accord? Donc tu es obligé de leur montrer un visage un peu sévère et là ils vont t'écouter. Seulement le Rambam il dit, mais on n'a pas le droit de se mettre en colère. Alors comment je fais? Il dit tu vas montrer un visage sérieux, un visage coléreux, mais à l'intérieur de toi tu es le plus serein au monde. Tu es relaxé intérieurement. Alors moi je dis c'est la même chose. Quand vous prenez 2 Bachouri et Shivot, ou 2 Avrichim, ou 2 grands Talmidei qui sont en train de hurler l'un sur l'autre, est-ce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont coléreux? Non. Ils ont juste envie de montrer on va dire, leur point de vue. Mais ils ne sont pas coléreux, ils sont relaxés. En vrai, ils sont sereins. Ils n'ont pas de haine. Ils n'ont pas le cœur qui bat à 300 à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que maintenant, vous savez, quand on s'énerve avec quelqu'un, au même moment, qu'est-ce qu'on ressent? On n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas bien. On est genre, on est limite, après tu as besoin d'un verre d'eau pour te calmer, tu as besoin de t'asseoir. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est pas les Shem Shamaim. Ça montre que tu as perdu ton self-control. Tu as perdu ton auto-maîtrise. Quelqu'un qui est, on va dire, pour que ça soit les Shem Shamaim, il faut que tu sois avec une autodiscipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis serein. J'ai pas perdu mon contrôle, je maîtrise, parce que je maîtrise tous mes sens. Hachem, la Neshama, elle a besoin de maîtriser tous les sens pour que ça soit les Shem Shamaim. Mais si maintenant je perds le contrôle, c'est que sûrement ça démontre qu'il y a un problème dans ta discussion. Il y a un manque de les Shem Shamaim. C'est pour cette raison que tu perds le contrôle.
D'accord? Donc c'est un moyen, je pense, assez facile de découvrir où je me situe. Et il faut savoir que Bezrat Hashem, d'accord, je ne souhaite pas, mais ça arrivera, d'accord? Qu'avec votre mari, ça arrivera. Alors tout de suite, il faut savoir mettre le stop. Quand je vois que je rentre dans une colère, c'est que c'est pas les Shem Shamay. Je rentre dans une colère, c'est pas les Shem Shamay. Si j'ai perdu de ma sérénité, c'est que c'est pas les Shem Shamay. Ça se trouve que pour la personne avec qui je parle, ça sera les Shem Shamay, pour nous, ça sera pas. Peut-être, dans un premier temps, mais généralement, après, ça va aller dans les deux sens. D'accord? Ok, d'accord, donc ça, c'est troisième point. Quatrième point, et ça c'est un point aussi très important. D'accord? Mais prenez tous ces points, vous verrez qu'ils vous serviront. Ils vous serviront très prochainement. J'ai pas entendu Amen. Hein. Alors, bon, pas Amen de se disputer, mais Amen de... Voilà. Alors quatrième point, il est comme ça. Non, c'est vrai, moi je dis souvent que les cours au séminaire, d'accord, bon, c'est pas la première année que vous êtes au séminaire, mais quand même, les cours au séminaire, des fois, on se dit, bon, ça me paraît banal, bon, j'ai déjà entendu, bon, ok, il exagère un peu. Mais c'est vrai, dans la vie, d'accord, quand vous serez confronté à la vraie confrontation, vous verrez que tous ces cours, combien ils sont nécessaires, combien ils sont vitaux. Tous ces messages de Torah. C'est d'accord, des fois on écoute à l'Yeshiva, le Rav nous a dit ça, le Rav nous a appris ça, alors on ne se rend pas compte combien ça va me servir. Mais quand tu te retrouves face à la réalité, et tu vois, on te parle de colère, pas de colère, contiens-toi, rabaisse-toi, d'accord? Alors tu te dis, bon, mais c'est exagéré, mais bon, il faut bien avoir le dernier mot, mais bon, alors quoi? Alors, c'est-à-dire que je suis un toutou, c'est faux. Parce que quand on entend après combien de couples qui divorcent, et combien de personnes qui ont des problèmes, et combien de personnes qui vivent mal leur vie, c'est dommage. Donc la Torah, elle est là pour nous apprendre. Elle est là pour apprendre une Torah trahim, une Torah de vie, une Torah de joie. Et si on met en pratique, on va appliquer tous ces enseignements, je peux vous assurer que on comprend tout de suite. Je rentre dans une discussion, je ressens une colère, je m'arrête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bezrat Hashem, j'aurai toujours un shalom bayit. Vous comprenez? Alors que si je n'ai pas ces indications, je peux me mettre en colère, on ne peut pas savoir jusqu'à où ça peut dégénérer. On ne peut pas savoir. Parce que d'une petite colère, on ne peut pas savoir jusqu'à où ça peut aller. Et surtout dans le début du mariage. D'accord, au début du mariage, qu'on n'est pas encore vraiment, on va dire, fondé, on n'est pas encore soudé. D'accord, parce qu'on ne connaît pas vraiment encore l'autre. On ne connaît pas. On va commencer à le découvrir. Mais là, on se rend compte que l'autre, il se met en colère tout de suite. Ah, mais truc. Alors quoi? On perd confiance. Et après, très souvent, malheureusement, on n'arrive pas à se raccorder. On n'arrive pas à s'unir. Donc c'est important de savoir ça dès le début. Vous comprenez? Maintenant, pour continuer, le quatrième point, ça c'est un point très important. Les Shem Shamaim, c'est quoi les Shem Shamaim? Les Shem Shamaim, on veut arriver à une vérité. Je veux arriver à une vérité. Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi arriver à une vérité? On dit Ezeu Chacham. Kazak, il y en a encore? Allez-y. Ah ouais, vous avez dit c'est vous qui avez dit? Alomed Mikol Adam. Kazak. Alomed Mikol Adam. C'est quoi Ezeu Chacham? Alomed Mikol Adam. Moi, j'étais à un shiur récemment, d'accord, sur tout le calendrier juif, d'accord, tout le calendrier hébraïque. C'est un shiur de 4 heures de temps. 4 heures de temps, et je vous dis, c'est des calculs à ne plus en finir. Tu ressors, t'as un mal de tête, mais... Et le Rav là-bas qui a donné ce shiur, d'accord, c'est un Rav, on est ensemble, on fait une formation en ce moment, quelque part chez un autre Rav qui est à peu près le même âge que lui, d'accord. Alors moi, c'est-à-dire, bon, franchement, c'est de connaître tous les calculs, de tout le calendrier, c'est-à-dire que lui, limite, vous donnez une feuille blanche, il vous résume tout le calendrier de début jusqu'à la fin. Alors, moi j'étais voir ça, mais j'étais un peu étonné. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu as besoin de cette formation? T'es bien Inara, tu connais? Alors il m'a dit, Mikol Melamdai Iskalti. Il dit, de chacun il y a de quoi prendre. Et c'est ça un vrai Chacham. Un vrai Chacham, c'est pas quelqu'un qui va se baser seulement sur son savoir, sur sa sagesse. Pour devenir intelligent, c'est de comprendre que chacun a de quoi m'apprendre. Vous comprenez? Tu peux apprendre d'un enfant, tu peux apprendre de quelqu'un qui te paraît le plus simple au monde. Il aura quelque chose à t'apprendre. Il va avoir je sais pas moi, une halakha, ça peut être une conduite, ça peut être un comportement, mais il aura quelque chose à t'apprendre. C'est ça un vrai chacham. Pourquoi je vous dis ça? Pour apprendre de tout le monde, il faut savoir tendre l'oreille. Si maintenant moi je suis convaincu que j'ai raison, voilà, je propose quelque chose, je suis convaincu que j'ai raison. Alors quoi? Alors maintenant, est-ce que je vais tendre l'oreille pour écouter l'autre? Non. On est d'accord? Alors, je vous donne une très très bonne indication. Vous allez rentrer en discussion avec votre mari, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues de travail, peu importe. Si vous êtes toujours convaincu que vous avez raison,
Et c'est ça ce qui n'est pas les Shem Shamaim. C'est quoi les pas les Shem Shamaim? C'est pour mon orgueil, pour mon ego. Ça ne m'intéresse pas ce que l'autre a à dire. C'est-à-dire que limite, je sais pas, on s'identifie un peu à ce que je vais dire maintenant, j'ai envie toujours d'avoir le dernier mot. Quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, c'est que ce n'est pas les Shem Shamaim. Parce que si tu as une volonté, tu veux respecter le Ratzon Hashem, ce qui t'intéresse c'est quoi? C'est d'arriver à la vérité. Pour arriver à la vérité, très souvent, tu as besoin d'écouter l'autre. Et au contraire, en écoutant l'autre, c'est comme ça que tu vas réussir à affiner ta volonté. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. C'est quoi par exemple une bonne chavruta? Quelqu'un qui a une bonne chavruta. D'accord? Ça veut dire que pour étudier avec quelqu'un et avoir une bonne chavruta, un bon terrain d'entente. Je dis des fois, c'est vrai, ça met des années avant de trouver une bonne chavruta. C'est presque un mariage, une chavruta. On passe la majorité de la journée avec lui. D'accord? On a des échanges toute la journée. Et c'est quoi une bonne chavruta? Alors c'est très simple. Une bonne chavruta, maintenant moi je veux comprendre le Tosot. Je veux comprendre la Gemara. Si maintenant, moi, je veux toujours avoir raison, ou lui, il veut toujours avoir raison, il va avoir le dernier mot. Est-ce qu'on va réussir à rentrer, on va dire, dans la subtilité, d'accord, dans la finesse du Tosot? Non, pourquoi? Lui, il va avoir raison, moi, je vais avoir raison, chacun va donner son opinion, et ça s'arrête là. Vous comprenez? Une bonne chavruta, c'est quoi? C'est que lui, il donne une proposition, je réfléchis à sa proposition. Et là, je me rends compte que non, ça rentre pas très bien. Et là, je lui donne une autre proposition. Lui aussi, il écoute ma proposition, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on arrive à la vérité. On creuse, on creuse, on creuse, on arrive à la vérité. Ça, c'est une bonne chavruta. Vous voyez ce que je veux dire? La même chose dans un couple. Si maintenant, la femme, elle veut toujours avoir le dernier mot, elle veut toujours avoir raison. Et le mari, ça l'intéresse pas. Il a qu'à dire, il a qu'à monter aussi, il a qu'à hurler. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Donc, tu vas pas arriver à une vérité. Parce que c'est vrai que des fois, tu as raison, mais des fois, tu as tort. Vous comprenez? Donc si maintenant tu écoutes ton mari, peut-être qu'il a, je sais pas moi, on va dire une autre facette, une autre vision, un autre regard. Donc écoute-le. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a de quoi t'apporter. Alors ça veut dire quoi? Ça, les Shem Shamaim, c'est quand tu as envie d'écouter l'autre. Ça t'intéresse d'écouter l'autre. Tu sens une nécessité d'écouter l'autre. Mais si tu ne ressens pas de nécessité d'écouter l'autre, au contraire, il n'y a que ta parole qui t'intéresse, il n'y a que ton discours qui t'intéresse, c'est pas les Shem Shamaim. Vous comprenez? C'est pas les Shem Shamaim. Alors, juste pour continuer. Bon, il y a pas mal de trucs à dire. Combien de temps il nous reste? 5 minutes. Ok, alors vous avez posé une bonne question. Comment on fait pour sortir du marloquet? Alors, juste avant de parler de cette question, d'accord, et de la répondre, déjà, on apprend la même paracha avec Korach. Et là-bas, on voit quelque chose d'impressionnant. On voit que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, ils étaient 250 personnes, d'accord, 250 à être en discussion avec Moshe Rabbeinu, 250 qui, on va dire, postulaient pour devenir Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous savez quoi, pas de problème. Vous avez peut-être raison. Il y en a peut-être un parmi vous qui est plus apte à être Kohen Gadol, Enbaya. Mais on va faire un essai. Il dit, vous allez vous mettre dans la place, d'accord, centrale, on va dire, de l'endroit là-bas. Et Hachem, comment c'est écrit dans le pasouk? Vaïsh Asher Ifrar ou Akadosh. C'est quoi? Ou Akadosh? Seulement lui sera sanctifié. Et les autres, ils mourront. En deux mots, Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous avez une chance sur 250 de rester en vie. On parle de Moshe Rabbeinu. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu que Moshe Rabbeinu, de quoi il était capable. Tous les prodiges, tous les miracles. Moshe Rabbeinu, il te donne une affirmation. Il te dit, si tu viens, tu te mets en danger. Tu as une chance sur 250 de rester en vie. Alors, qui est le fou? Qui est le fou qui se mettrait en danger alors que tu as une chance sur 250 de rester en vie? On est d'accord? Personne ne le ferait. Oui ou non? Hein? Quoi? Non, personne. Oui ou non? Personne ne le ferait. Très bien. Mais non. La paracha nous raconte que les 250 se sont retrouvés le lendemain et les 250 sont morts. On apprend de là un principe fondamental. Quand tu es dans une marloquette, il n'y a plus de réflexion. C'est-à-dire que le cerveau, il est complètement accaparé par le Satan. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, le grand problème, c'est quand je suis déjà dans le feu de la marloquette, il faut savoir, j'ai plus de moyens de faire marche arrière. C'est fini. Alors vous allez me dire comment on va faire, je vous donne tout de suite une solution. Mais en tout cas, moi-même, on va dire, j'arriverai plus à réfléchir positivement. J'arriverai plus.
C'est-à-dire que je suis tellement en train vous savez, de brûler dans ce feu que j'arriverai plus à faire marche arrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Il y en a, ils sont prêts à vendre leur famille, leurs enfants, mais tout, c'est tout ce qu'ils avaient pour une marloquette. Essaye de t'arranger avec ta femme. Je vous donne un exemple. En Israël, il y a une loi que celui, d'accord, on a ce qu'on appelle sarvan get. Dieu en préserve celui qui refuse de donner le get à sa femme. Moi, j'ai un ami, son père avait refusé pendant 8 ans de donner le get à sa mère. Et j'ai entendu une histoire qu'il y a un bonhomme une fois. Et en Israël, qu'est-ce qu'il faut? Ils les mettent en prison. Jusqu'à qu'il donne le get. On parle de qui? On parle de quelqu'un. Il ne veut pas se remarier. Ou même qui veut ou qui ne veuille pas, ça ne lui change pas. Tout ça pour la faire souffrir. Je veux qu'elle reste seule. Il sait très bien qu'il ne va pas se remarier avec elle. Il sait très bien qu'il n'arrivera pas à s'entendre avec elle. Mais je veux qu'elle reste à souffrir. Sarvan get. C'est affreux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent en prison. Il y avait comme ça un bonhomme, pendant 10 ans d'affilée, il était en prison. Ils ont amené tous les rabbanim, tous les dayanim. Haine, entêté, borné. Je ne donnerai pas le get à ma femme. Je passerai jusqu'au dernier jour de ma vie et elle n'aura pas de get. C'est affreux. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Le feu, la marloquette. Mais attention, il y a un dayan qui a été très intelligent. Il a dit, laissez-moi faire. Dans une semaine, c'est résolu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le voir et lui dit, bon, il y a une nouvelle loi qui est sortie. On a le droit, au bout de 10 ans, de laisser le prisonnier sortir une semaine à l'air libre. Une semaine, tu peux te balader, mais attention, dans une semaine, tu reviens en prison. Ah, il était content, merci, super. Il part comme ça, d'accord, donc bon, interdit de sortir du territoire, d'accord, bon, mais dans une semaine, il est obligé de revenir en prison, sinon, malheur à lui. Ok, il le laisse une semaine, il revient en prison après une semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le guet tout de suite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Non, parce qu'il a vu cherché dehors. l'intérêt personnel. Ah non, la réponse elle est simple. C'est qu'en fait, tant que tu es dans le feu de la marloquette, que tu es en prison, tu t'entêtes à avoir raison. Le Dan il dit, je vais réfléchir dans sa psychologie. Je vais lui donner un moment d'abstraction. Regarde la vie, regarde ce que tu es en train de perdre. Regarde la liberté. Regarde ce que tu pourrais avoir, tout ça pour ta bêtise. D'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait abstraction. Il a arrêté, on va dire, le feu. D'accord? Il a, on va dire, un peu réduit. Il est retourné en prison. Ah, pour ma bêtise, je vais me retrouver entre calme. Non, je lui donne le gars tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit de là? Ces 250, ils ne sont pas arrêtés. Ils ont continué tout de suite. Ils sont morts les 250. C'est quoi la solution alors, quand on est dans une marloquette? En un mot, c'est de prendre conseil et avec une tierce personne neutre. C'est-à-dire que si maintenant je ressens, par exemple, une tierce personne, ça va pas être ça va pas être mes parents, la belle-mère, pas de famille, d'accord? Bon, pour un mariage, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a un intérêt, quelqu'un de neutre et qui, on va dire, veut le bien de chacun. Il va pas chercher à me donner raison, d'accord? Si moi je m'appuie sur mon savoir, ma pensée, j'y arriverai pas. Il faut que je trouve quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est en dehors. Et là, peut-être, j'arriverai à la bonne solution. Je vous termine avec dernier enseignement de la même chose de cette paracha, toujours sur la marloquette. Moshe Rabbeinu, il donne encore un autre principe fondamental par rapport à la marloquette. Regardez tous les magnifiques enseignements qu'on peut tirer de cette paracha. Il y a Datan et Aviran, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. D'accord? Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Mais non, Datan et Aviran, c'était, on va dire, les pros de la marloquette. Il y a une Gemara qui dit En meritim la adam bishat kaaso. Il faut savoir, c'est un grand principe et on a beaucoup de mal à appliquer ce principe. Surtout, vous savez, vous allez vous marier et vous verrez que très souvent, ça arrive, d'accord, d'avoir des discussions. On essaye toujours, on va dire, de trouver la solution tout de suite, d'accord. Mon mari est énervé, ma femme est énervée, tout de suite, je veux le calmer. La Gemara nous dit En meritim la adam bishat kaaso. Laisse le temps passer. Attends 24 heures. Alors, il ne faut pas rester en discord dans la dispute. Je ne dis pas. Mais il ne faut pas aussi tout de suite chercher. Quand il est en colère, tout de suite. Parce qu'il faut savoir, quand il est en colère, quand elle est en colère, quand mon ami est en colère, ça va envenimer. Vous comprenez? D'où on voit ça de Moshe Rabbeinu. Datan et Aviran, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, Moshe Rabbeinu, voilà ce qu'on a à dire. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Il leur a pas répondu tout de suite. Il leur a dit, revenez demain. Pas de problème, vous avez un argument, revenez demain. Pas aujourd'hui, demain. C'est-à-dire de là on apprend que quand quelqu'un il est énervé contre toi, essaye de le calmer. Comment tu vas le calmer? Dis-lui de revenir demain.
Dis-lui de revenir demain. Ton mari, ta femme, demain, pas maintenant, pas aujourd'hui. Je vous termine avec cette histoire. Un jour, Rav Ovadia, il était en Dayan en Égypte, juge en Égypte. Il y a un mari qui tire sa femme pour l'amener devant Rav Ovadia. Il tire sa femme, il dit « Je veux le guet tout de suite, sinon elle va souffrir, sinon vous allez voir à cause de vous ce qui va se passer. » Mais non, il a compris qu'il était en colère. Il a compris peut-être que sous le feu de la colère, il fait une bêtise. Mais Rav Ovadia, il dit « Mais non, il a compris que ça pouvait être dangereux. Si je ne donnais pas tout de suite le guet, ça pouvait être dangereux. » Rav Ovadia était très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Ok, t'inquiète, calme-toi, t'inquiète pas, assis-toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Il s'assoit, le mari, la femme. Mais non, il dit au sofer qu'il fallait écrire la ketouva. Il dira « Tu vas écrire la truc, mais quand tu arrives au nom de la femme, tu fais une petite erreur. D'accord? Ok. Donc ça prend 1 heure, le temps de rédiger les noms, les prénoms, tout ça. Ils arrivent pour lire la ketouva. Le Rav Ovadia, il dit « Alors voilà, monsieur un tête, et veut divorcer. » Et hop, un nom de travers. Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as écrit un nom de travers? Mais non, il faut savoir que la ketouva, s'il y a une erreur, il faut tout la reprendre du début jusqu'à la fin. Oh là là, on est obligé de tout reprendre. Ils ont tout repris encore la ketouva. Donc déjà 2-3 heures sont passées. Deuxième fois, il dit, bon, cette fois tu fais une petite erreur là, d'accord, dans le nom du mari. Ils reprennent, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Bon, rentre chez toi, rentre chez toi, on en met un troisième. Troisième, encore 1 heure. Arrive la shkia. La shkia, c'est fini. On peut plus divorcer la nuit. Il faut attendre la journée. Il dit au mari, bon, malheureusement, t'as bien vu, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes ici. Mais t'inquiète pas, reviens demain à la boquère, d'accord, on rédige tout de suite et t'inquiète pas. Il est plus jamais revenu. Donc vous connaissez mon cours, genre. Ah, je rigole. Il est plus jamais revenu. Il est plus jamais revenu. 10 ans plus tard, il rencontre ce bonhomme, il dit tu m'as sauvé mon couple. Il dit tu m'as sauvé mon couple. Finalement, on est rentré, on s'est calmé, on a retrouvé nos esprits. Le lendemain, au Hachem, d'accord, la vie elle est repartie. Voilà, on a des enfants, des petits-enfants et tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? La psychologie de la Torah. En méritim la dame bichat kaaso. Laisse-le se calmer. Laisse-le se calmer. Après tu vas lui parler, mais pas tout de suite. Voilà, Chazak ou Baruch.